Merci de nous rejoindre sur cette économie, l'émission d'économie qui donne la parole aux décideurs, dirigeants et acteurs multiformes qui œuvrent chaque jour pour l'émergence économique du continent africain. Le thème de cette émission va porter sur les opportunités d'affaires qu'offrent les NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. On le constate depuis plus d'une décennie, l'économie virtuelle déferle sur le continent africain. Chose positive, de Dakar à Libreville, en passant par Cotonou, Lagos ou Yaoundé, ce sont des jeunes diplômés africains, tantôt formés en Afrique même, qui relèvent le défi d'entreprendre dans ce secteur riche d'opportunités et de création d'emplois. Eux, marketeurs ou commerce en ligne, développeurs d'applications ou de sites internet, pour les grandes firmes, les filiales ou les filières qu'offrent les NTIC sont nombreuses. Comment fonctionne ce secteur aujourd'hui? Quelles solutions innovantes, économiques et sociales apportent les startups africaines? Parce qu'il fait l'objet justement de ces jeunes promoteurs qui croient en l'avenir des NTIC, parce qu'il vient d'être récemment primé au concours Tremplin Gabon, nous recevons M. Laurent Esson Ngoa, CEO d'une jeune start-up gabonaise, Solentech, j'espère que je prononce bien, Corporation, qui a choisi de trouver des réponses aux bénéfices du grand nombre dans le domaine notamment de l'éducation en ligne. Monsieur Laurent, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sur Canal 7, vous êtes un jeune promoteur d'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre entreprise, Solentech, j'espère que je prononce bien, Corporation? Ok, voilà, encore merci de la présence dans vos locaux. Nous sommes très heureux. Alors c'est vrai que l'orthographe et la prononciation du nom est un peu compliquée, c'est vrai, je vous l'accorde. C'est Solentech Corp. Donc grosso modo, nous sommes une sorte d'agence web. Nous sommes spécialisés dans la communication et le marketing digital. Et par rapport à cela, c'est vrai que nous avons participé au concours Tremplin et nous avons postulé pour ce concours pour un projet qui a trait à l'e-éducation. Alors, nous allons aborder ça en deuxième partie de notre émission, mais avant, présentez-nous un peu votre entreprise. Elle a été créée quand? Combien d'employés aujourd'hui? Ok, donc Solentech a été créé en juillet 2014. Aujourd'hui, il est vrai que j'ai été seul pendant un an. Aujourd'hui, nous comptons à peu près 6 collaborateurs. 6 collaborateurs, dont définis, c'est vraiment 50-50. Hein. Donc 50% des collaborateurs sont dans la partie commerciale, les autres sont dans la partie développement d'applications. Vous-même, votre formation, comment vous arrivez là? C'est une très bonne question parce que, à vrai dire, je n'ai aucune formation dans les nouvelles technologies. Je suis mathématicien de formation avec une fin de formation dans les statistiques et les traitements de données. Et il est vrai que la vie m'a beaucoup poussé hors de l'informatique, mais suite à la perte de mon emploi il y a 2 ans maintenant, je me suis dit, il va alors c'est le moment de se lancer dans ce projet informatique. Et à vrai dire, c'est vrai que j'ai pris un an de me former à travers les différentes formations qu'offre Internet. Et c'est comme ça que je me suis lancé à plat couture dans ce domaine des nouvelles technologies et surtout de l'Internet, pour moi, qui est un secteur très riche et très très bon. Vous dites que vous êtes mathématicien. Où avez-vous formé? Pourquoi ne pas embrasser la carrière d'enseignant mathématique au moment où, par exemple, au Gabon, votre pays a besoin d'enseignants mathématiques? Pourquoi choisir de se lancer dans l'entrepreneuriat? D'abord, les mathématiques, pourquoi ne pas avoir continué? C'est vrai, je vais vous dire, à la fin de ma formation de mathématiques, parce que j'étais au moment d'arriver en maîtrise de mathématiques, l'un de mes professeurs me pose la question, Laurent, je te vois avancer, mais est-ce que tu sais, tu as une idée sur ton projet de vie? Il est vrai qu'à ce moment-là, je n'avais pas d'idée sur mon projet. Je savais que j'avançais au fur et à mesure, mais sans véritablement savoir où j'allais. Et un master professionnel en statistique m'a été proposé, parce que j'avais que j'aimais la statistique. Mais la vérité, c'est que j'ai toujours, depuis tout petit, j'ai toujours aimé tout ce qui avait trait à l'informatique, mais j'ai plutôt suivi un parcours de mathématiques que j'aime beaucoup par ailleurs, parce qu'il faut dire vrai, ça a toujours été ma matière préférée pendant tout mon cursus. Pourquoi entreprendre? Déjà, comme vous disiez tantôt, j'ai fait tout mon cursus universitaire à l'étranger. Après mon bac C au collège Bessieux, j'ai fait mes études Bessieux, c'est à Libreville au Gabon. Bessieux à Libreville au Gabon, voilà. Donc, je suis un pur produit de Bessieux, du bac C. Après, je suis parti à Clermont-Ferrand, là où j'ai fait toutes mes études. J'ai travaillé dans des cabinets à Lille et à Paris. Et je peux vous dire que je travaillais certes là-bas, mais je savais que je n'avais qu'une seule envie, c'est d'être chez moi, au Gabon, et d'être une plus-value au niveau de l'entrepreneuriat.
Est-ce que votre amour pour tout ce qui est antique, téléphone, électronique, a suffi à vous motiver à créer cette entreprise dans l'antique? Oui, il faut dire vrai que ça aide la motivation. Après, il y a surtout des valeurs que moi j'aime mettre en avant, qu'on aime mettre en avant au sein de l'entreprise. Il y a l'esprit d'équipe, la détermination, le don de soi et surtout la résilience, qui sont des qualités indispensables pour aller, je pense, à mon humble avis, au-delà des difficultés qu'on rencontre quand on commence à mettre un projet en place. Alors, vous dites, votre professeur vous a questionné sur votre avenir et vous a dit, je veux entreprendre. Mais comment est passée cette idée à une entreprise? Comment ça s'est formaté entre Paris, en fait, je veux dire la France et le Gabon? À vrai dire, lorsque je travaillais sur Paris, j'avais commencé à avoir des idées d'entreprendre. Voilà, j'avais créé un premier projet avec des amis. Étant à Paris, l'entreprise était sur Libreville. Il faut dire que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. L'entreprise a duré un an et demi. Et lorsque je suis arrivé sur Libreville, j'ai travaillé pendant 2 ans à Libreville, hein, dans une boîte de la place qui m'avait recruté depuis Libreville. Et plus je travaillais dans cette boîte, plus ça me donnait envie d'entreprendre, parce que je le répétais à chaque fois à mon responsable de l'époque, je disais, je suis convaincu que tout ce qui a trait au web, les nouvelles technologies, c'est l'avenir. C'est l'avenir, c'est l'avenir. Et bon, j'ai envie de dire, manque de bol ou beaucoup de chance pour moi, l'entreprise est tombée en faillite. Et là, à ce moment, je me suis dit, vous savez, je connais beaucoup d'amis qui ont travaillé pendant très très longtemps, qui sont des grands frères qui sont plus âgés que moi, et qui arrivent au milieu de leur carrière et qui se disent, oh là là, qui ont regretté beaucoup de leurs choix. Donc je me suis dit, après la perte de cet emploi, je pense que c'est le bon moment. C'est le bon moment. Je n'ai pas envie de regretter plus tard et d'arriver à 50 ans et de me dire, Laurent, tu aurais pu à ce moment de ta vie prendre ce virage à 360 degrés. Et je me suis dit, allez, ça va être difficile, tu n'as pas certes d'argent pour commencer, mais vas-y. Alors justement, la question c'est celle-là. En Afrique, on s'est dit, on n'a pas assez d'argent, on n'a pas de soutien financier, bancaire pour se lancer. Mais vous, comment vous avez surmonté cet obstacle psychologique? Je pense que c'est là où rentre le mécanisme de motivation, de résilience dont je parlais tantôt tout à l'heure. Lorsque j'ai commencé le projet, il faut dire vrai que j'avais un peu d'argent de côté. Pas beaucoup, mais ça m'a, c'est vrai, servi les 3, 4, 5 premiers mois. Mais il est vrai, quand j'ai commencé, je me suis dit, Laurent, ça va être très difficile. Et je crois que cette préparation mentale et psychologique m'a aidé au fur et à mesure. Mais ce que je savais surtout, c'est que j'avais eu un peu des conseils en amont de certaines personnes qui me disaient, dans l'entrepreneuriat, encore à l'époque, on construisait des leaders, les leaders pouvaient se construire tout seuls. Et il m'avait dit, ce qui est très bien, c'est de trouver des personnes qui soient complémentaires à ta façon de travailler, à ton projet. Donc, j'ai été... donc des développeurs. Des développeurs, des partenaires au niveau du commerce, des personnes qui sont plus à l'aise dans certains domaines. Moi, je ne le suis pas. Et, mais avant de cela, il m'a expliqué qu'il faudrait que je réussisse d'abord à montrer que mon projet est viable. Donc, je suis resté pendant, il faut dire, près d'un an seul, à faire monter le projet au fur et à mesure. Et là, je me suis dit à un moment... Est-ce que vous avez traversé à ce moment des doutes, des périodes d'hésitation? Est-ce qu'il y a eu le regard de la famille sur ce Laurent peut-être qui ne veut pas travailler? Oui. Là, comment vous avez géré ça psychologiquement? C'est bien de le dire parce que vous avez, j'ai mon père et ma mère, c'est vrai qu'ils adorent cet adjectif-là quand ils parlent de moi. Ils disent un rêveur idéaliste et têtu à la fois. Et il n'y a pas de doute dans ce sens que je pense que mes parents et ma femme ont beaucoup douté. Je pense que beaucoup de personnes m'ont pris point fou, c'est vrai. Ils te disent, oh non, tu as un très bon diplôme, tu pourrais travailler dans d'autres entreprises. Et tu as une femme, tu as 2 enfants, c'est lancer dans l'entrepreneuriat. C'est vrai que ça a été compliqué, mais je suis incapable aujourd'hui de vous expliquer pourquoi, mais quand je me suis lancé, je me suis dit, Laurent, tu vas y arriver. Et la détermination et ces moments difficiles m'ont permis surtout de puiser l'énergie là-dedans pour pouvoir avancer et garder le cap. Alors, en 2014, Laurent Essonongwa va lancer une PME et que nous allons découvrir tout à l'heure. J'ai bien peur de prononcer Slintech, voilà. Slintech, nous allons découvrir un peu comment travaille la petite équipe de Slintech au niveau de Montagne Sainte. Montagne Sainte, c'est un quartier de Libreville. Nous suivons ce reportage et nous nous retrouvons juste après. C'est dans leurs locaux à taille humaine, situés au quartier Montagne Sainte, que techniciens à Libreville, que développeurs d'applications et staff de l'administration se retrouvent pour conduire chaque jour le destin de Solintech Core, jeune start-up gabonaise qui a relevé le défi de se lancer dans la conception de solutions innovantes au service des entreprises et des apprenants. À Slintech, nous sommes une agence web spécialisée dans le web marketing et le digital. Nous sommes des prestataires de services pour les grandes entreprises. On leur conçoit des sites web,
des applications sur mesure, adaptées à leurs clients ou à leur mode de travail. Et nous nous occupons aussi de la visibilité de ces entreprises sur les réseaux sociaux, sur le net, leur référencement, et aussi on s'occupe aussi de concevoir les chartes graphiques, l'identité visuelle des entreprises. Ici, l'esprit est bon enfant. Le mode d'organisation et de fonctionnement favorise l'esprit de créativité. Sachez que nous sommes une start-up et que, disons, ici, l'ambiance est, disons, bon enfant. Le patron, on a souvent du mal à se rendre compte sur le patron, tellement on échange. En fait, on ne ressent aucune hiérarchie ici. Le travail est convivial, tout se passe correct. C'est dans cette ambiance de hiérarchie en apparence diluée que se définissent les stratégies, se donnent les ordres ou plutôt les instructions qui font aujourd'hui l'originalité de cette entreprise. Donc, il y a le dossier de fabrication, le dossier analyse d'huile, ingénierie électrique et formation. Okay. Et la chemise à rabat va être même doit avoir d'autres images. La première image sera au recto, la deuxième au verso. Il veut qu'il y ait du vide ici, vu qu'il y aura du contenu. Bien que jeune entreprise, Solentech Core croit en son potentiel et à sa capacité de se développer, le rêve de devenir une grande firme est permis. Je crois que ce que Solentech veut, c'est être plus tard le Google du Gabon de demain, si possible. Ce sera l'avenir qu'on a en tête, en fait. Développer un tas de produits, parce que, j'ai peut-être pas oublié de le dire, on a aussi notre produit phare qui est FreeSmart. À part le fait que nous sommes des prestataires, on a aussi, en fait, nos propres produits que l'on veut mettre en place, que l'on veut développer, parce que, comme j'ai expliqué, on veut être un Google, avoir nos propres produits et, si possible, atteindre ce genre d'entreprise-là. Si le rêve est autorisé, la jeune start-up doit devoir faire face à la concurrence, à l'immaturité et encore des moyens de paiement électronique, aux besoins en financement pour asseoir sa croissance économique, bref, des défis en perspective. Monsieur Essonongwa, on vient le suivre dans le reportage. Un de vos employés, un de vos collaborateurs parlait de ne pas ressentir la hiérarchie. Est-ce que c'est un choix délibéré de mode de gouvernance? Alors, c'est vrai que j'aime bien la façon dont c'est dit. Grosso modo, moi, c'est vrai que j'ai une vision assez particulière. Je dis souvent à mes collaborateurs, on passe en général entre 8 à 10 heures par jour au travail. Jouer le chef, c'est vrai que c'est le truc que je n'aime pas jouer le chef. Je préfère en fait quand les initiatives viennent des collaborateurs. Et ma façon de voir en fait lorsqu'on est au quotidien avec eux, c'est de leur dire, c'est vrai que c'est moi qui suis à la tête du bateau, mais il faut savoir que le bateau dans lequel nous sommes, il nous appartient à tous. C'est pas mon entreprise, c'est notre entreprise et c'est la vôtre. Et c'est vrai que par rapport à cela, je suis pas très à cheval sur les process parce que je privilégie la créativité, l'interactivité entre les collaborateurs. On a vu aussi dans ce reportage qu'il y a le rêve de devenir comme Google. Est-ce qu'aujourd'hui, Solentech a des moyens justement d'atteindre cet objectif de devenir une firme internationale? Ok, j'aime bien la phrase qui dit « Paris ne s'est pas fait en un jour ». Naturellement, Solentech ne deviendra pas sur Google en 1 an, 2 ans. Mais nous avons des objectifs par rapport à cela. Nous avons une stratégie qui est clairement établie. Nous avons, dont il parlait tout à l'heure, l'un des produits phares qui est FreeSmart, qui nous permet d'avoir ces potentialités de rêve, d'autant plus qu'il est certes disponible aujourd'hui au Gabon à Libreville et que nous sommes en train de, pourquoi pas, intégrer d'autres pays dans ce projet qui est FreeSmart. Exactement, c'est l'un de vos premiers produits, FreeSmart. Oui. Est-ce que vous pouvez avoir plus d'explications, dire un peu en quoi consiste ce produit? Alors, il est vrai que la majorité, comme le disait plutôt mon collaborateur tout à l'heure, Dan, nous sommes des prestataires, mais nous, ce qu'on c'est des applications maison qui répondent à un besoin des utilisateurs. Et là, c'est une application maison? Là, c'est une application maison, ouais, entièrement développée, et j'aime bien le dire, développée par amour depuis Libreville au Gabon, hein, pas de l'étranger. Il répond à un besoin très simple. Je suis sûr qu'il est arrivé plusieurs fois à l'un d'entre nous de tomber en panne avec une crevaison de pneus à 23 heures. Et la question qui se pose à un instant précis, c'est zut, c'est pas possible. Et quel est le vulcanisateur le plus proche? Et là, l'application, vous allez sur l'application, vous tapez le vulcanisateur, il vous dit quel est le vulcanisateur le plus proche. C'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Il y a le vulcanisateur, il y a la station-service, il y a la pharmacie.
vous cherchez une information sur un établissement, vous allez sur l'application et ça vous donne toutes les informations, dont le numéro de téléphone, les horaires d'ouverture et tous les coordonnées à votre disposition. Et à ce niveau, comment vous allez travailler pour arriver à ce produit, concevoir, rentrer les bases des données, effectivement, pour que ce produit soit pertinent? Ok. Par rapport à cela, c'est vrai qu'on travaille depuis plus d'1 an maintenant dessus. Donc c'est vrai que le travail de fourmi, qui est celui qui est assez compliqué, c'est le travail d'enrichir la base de données. Donc les commerciaux vont sur le terrain, labourer Libreville pour enregistrer le maximum de points. Aujourd'hui, nous en sommes à près de 700 entreprises qui sont référencées. Donc on est plutôt content. Et c'est vrai qu'avec la visibilité qui est la nôtre ces derniers temps, on a envie de franchir la barre d'ici la fin de l'année de plus de 1500 entreprises référencées. Parlez-nous un peu de la gestion d'une entreprise start-up. Là, on vient de voir l'esprit Solentech. Oui. Mais au niveau du management, au niveau du Gabon, on sait que ce n'est pas la même réalité, ce n'est pas le même contexte qu'en Europe. Oui. Au niveau du Gabon, quels sont les leviers sur lesquels vous vous appuyez pour asseoir la dynamique, la croissance de votre entreprise? Alors, je pense que... Quels sont les paramètres? Quel est le premier élément à voir, vous? Je dirais, par rapport à moi, je pense que le BABA pour moi a été le plan de développement, le business plan. Je pense que, moi je l'ai définis en général comme un carnet de bord. Hein. C'est celui où on y trouve tous les éléments d'entreprise, la vision, les missions, les objectifs. Je pense que c'est très important que le chef d'entreprise l'ait et il permet de communiquer ces informations auprès de ses collaborateurs. Je voudrais aussi faire part de la mentalité, c'est très important. La mentalité, et je tirais de façon gentiment les oreilles à une de mes collaboratrices la dernière fois en lui disant, elle m'a dit qu'elle était en retard parce qu'il pleuvait. Et je lui ai dit, de façon très rigolote, je lui ai dit, c'est un peu maladroit, parce que quand on veut caresser les sommets avec l'ambition qu'on a, on ne peut pas dire qu'on dit en retard parce qu'il pleut. Autrement dit, l'un des défis sera la qualité de la ressource humaine, savoir s'entourer. Exactement, vraiment c'est très important la qualité de la ressource humaine et la mentalité. En qualité de ressources humaines, c'est qui est très compliqué dans notre secteur d'activité, qui est la NTIC, les profils sont compliqués à trouver. Est-ce que au niveau de Libreville, au niveau de l'Afrique centrale, vous trouvez des compétences adaptées à vos besoins, à vos objectifs, à vos ambitions? À Libreville, il faut dire que c'est compliqué. Je prendrai l'exemple de quelques écoles avec lesquelles on travaille. Il n'y a pas souvent une adéquation entre nos besoins et les formations qui sont mises en place par ces établissements. Donc c'est vrai qu'on est plutôt positif en se disant le marché, il y a de la place et on espère qu'avec le marché qui s'ouvre, qu'il y aura plus de formation dans ce sens pour des métiers tels que le nôtre, développeurs web et développeurs d'applications mobiles. Et quelle est la qualité des managers de start-up au Gabon? Connaître un domaine technique, connaître la finance. Quelle est la vision, selon vous, d'un bon manager pour une entreprise qui se lance dans le NTIC? Ok. Sans prétention aucune, j'ai envie de dire qu'il faudrait que le manager soit le plus transversal possible. Transversal en ce sens, c'est vous ne pouvez pas donner des ordres à un développeur si vous ne comprenez pas le métier de développeur. Le développeur risque d'avoir l'impression que le chef, voilà, c'est parachuté. Il faut comprendre le métier. Idem, pour discuter avec ma responsable communication, il faut que j'ai des informations là-dessus. Donc je pense qu'il est très important qu'il y ait une transversalité au niveau de la connaissance du responsable pour l'échange soit fluctué, pour qu'il n'y ait pas l'impression d'avoir un parachutage d'ordre auprès des collaborateurs. La transversalité, j'ai envie de le mettre en avant. C'est très important la transversalité, mais qu'en est-il de la notion, par exemple, de la flexibilité, vu quand même que tout n'est pas linéaire dans le monde du business, et comment vous avez réussi à gérer ça, comment vous gérez les contretemps, quel état d'esprit doit avoir le manager à ce niveau? Vous faites bien de rajouter flexibilité. Flexibilité, je le ramènerai beaucoup plus par rapport au premier élément que nous avons mis en place. Nous avons parlé au début de business plan. Je puis vous dire que tous les chefs d'entreprise qui ont fait leur business plan, ça ne se passe jamais comme ils l'ont écrit. Il y a toujours... C'est-à-dire, vous prévoyez par exemple d'atteindre un chiffre d'affaires de 1000 au bout du 3e mois, 2000 au bout du 4e mois, mais il peut y avoir des aléas. Exactement. Et l'image que j'aime prendre avec mes collaborateurs, c'est que lorsque nous avons envie de rentrer dans une maison, si la porte est fermée, la porte d'entrée est fermée, changer, passer par la fenêtre. C'est ce que j'appelle être flexible. Il faut savoir s'adapter au marché. Il faut savoir, lorsqu'on a des contre-coups, trouver des solutions adéquates pour ne pas être têtu. C'est bien d'être têtu. C'est une qualité d'être têtu, mais ça peut être un défaut si on insiste. Des fois, il faut savoir être flexible et de trouver des solutions de rechange pour rester dans la ligne
objectif de ses ambitions. On remarque au niveau de l'Afrique, hein, l'Afrique francophone et même anglophone, c'est plus avancé au niveau anglophone, mais au niveau francophone, on voit ce frémissement des startups un peu partout en Afrique centrale, mais aussi en Afrique de l'Ouest, Dakar, Abidjan, des jeunes bougent. Oui. Pensez-vous aujourd'hui que l'environnement dans lequel vous exercez soit adéquat? Est-ce que vous disposez de textes, de lois qui sont adaptées aujourd'hui au contexte dans lequel vous travaillez? Par rapport à cela, je ne sais pas si je vais être objectif. Pour ce qui est de la création d'entreprises, par exemple, voilà. start-up. Voilà. Je ne sais pas si je suis objectif, pardon. Moi, je suis quelqu'un de naturellement optimiste, en ce sens que si je prendrais l'exemple tout simplement de la création d'entreprise, il n'y a pas si longtemps que cela, lorsqu'on crée l'entreprise, ça mettait 6 mois, 7 mois, 8 mois. Maintenant, les délais sont assez raccourcis. On peut créer une entreprise en 3 semaines. C'est plutôt bon enfant. Il y a pas mal de concours qui sont organisés, dont des concours jeunes entrepreneurs, dont nous sommes les lauréats, qui permettent de mettre en avant cette créativité qu'il y a au niveau des entrepreneurs gabonais. Est-ce qu'au niveau de l'environnement, je vais dire au niveau des autorités, au niveau de la fiscalité, tout est fait pour vous motiver? La fiscalité, je suis plutôt content parce que j'étais dernièrement aux impôts et j'ai appris et on était plutôt content, bon, même si malheureusement ce n'est pas rétroactif, qu'à partir de cette année 2016, que les jeunes entreprises, je crois, pendant 5 ans... Oui, c'est une loi gabonaise, pendant 5 ans, exonération, pas d'impôt. Nous, on a été créés 1 an plus tôt, donc du coup, on n'en bénéficie pas, mais par rapport aux autres, c'est vrai que c'est très très bien et c'est une très très bonne nouvelle pour les jeunes pousses, les jeunes entreprises. Alors, vous évoluez dans un secteur start-up, de plus en plus de start-up se développent au niveau de l'Afrique. Est-ce que vous avez une vision? Est-ce que vous vous préparez à affronter la concurrence des autres? On sait que c'est un domaine qui n'est pas limité. Oui. On peut être au Gabon, travailler pour une entreprise qui est au Sénégal et inversement. Est-ce que vous êtes prêt à affronter comme ça la concurrence? Connaissez-vous quelques entreprises start-up modèles au niveau de l'Afrique? Par rapport à cela, il y a un géant, il faut dire vrai, il y a un géant dans tout ce qui est domaine NTIC dans l'Afrique, c'est Afrique Internet Group, qui a lancé pas mal de start-up dans le continent. Dans le domaine du e-commerce, par exemple, vous avez Jumia et Kemu qui sont très très connus et qui sont très présents en Afrique de l'Ouest. Par rapport à, comme vous disiez tantôt, c'est vrai que l'Afrique de l'Ouest, il faut dire, a un temps d'avance par rapport à nous. Mais je suis plutôt content parce que j'étais récemment à Yaoundé, il y a, comme vous disiez tantôt, il y a un engouement des nouvelles technologies, surtout au niveau de la génération qui est nôtre, donc 80-90, qui est très à fond derrière ces nouvelles technologies. Il y a vraiment un frémissement, il y a des lignes qui sont en train de bouger, il y a des projets qui nous laissent plutôt espérer et penser que le meilleur est devant nous. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que votre entreprise peut conquérir, ou toute entreprise peut conquérir aisément une place, une part de marché, dans ce marché en gestation? J'ai envie de dire, c'est vrai que dans le reportage, c'est vrai qu'il y a une pancarte qui est marquée chez nous, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas filmé. Oui. Chez nous, c'est marqué, la seule chose qui vous sépare de vos rêves et de vos objectifs, c'est vous. Nous, on ne s'interdit rien. On a envie de conquérir le continent africain dans les objectifs de la société, dans la vision qui est la nôtre. Par rapport à Frisma, par exemple, nous avons l'ambition de nous présenter comme l'application référence pour tout ce qui est recherche d'informations locales dans le continent. Avec les petits tours, les petits voyages qu'on a eu à voir dans la sous-région, on s'est rendu compte que ces solutions ne sont pas très développées. Donc ça nous laisse plutôt songeurs et rêveurs en nous disant, voilà, donc au Gabon, nous sommes plutôt en avance sur ce type de technologie. C'est vrai que ça peut étonner certaines personnes, mais c'est vrai. Avec ça, nous sommes même peu en avance sur certains pays qui n'ont pas encore développé ce type de plateforme. Donc on est plutôt rêveurs, on se dit, pourquoi pas? Et on essaie véritablement de s'interdire rien. Aujourd'hui, quels sont les principaux utilisateurs de votre premier produit, FreeSmart? Alors, c'est vrai que par rapport à cela, on a, d'après nos chiffres, 80 à 85% des personnes qui utilisent nos produits ont entre 18 et 45 ans. Ce qui est plutôt normal parce que c'est la génération smartphone, WhatsApp, si je peux me permettre de le citer. Voilà, c'est en général ça. C'est vrai que notre produit est à la fois B2B et B2C. Donc, il s'adresse à la fois aux utilisateurs, monsieur tout le monde, comme vous. Il s'adresse aussi aux entreprises qui ont envie d'augmenter leur visibilité et qui passent par notre plateforme pour se faire connaître. En France, aux États-Unis, quand on parle de start-up, on voit tout de suite enrichissement exponentiel, rapide. Est-ce que c'est la démarche qui est la vôtre? Quelle est, dans votre business plan, si vous ne trahissez pas une idée, votre ambition en termes de chiffre d'affaires à ce niveau? Ok, bon, en tout cas, j'ai envie de dire, je nous souhaite la même réussite que ces startups américaines. Et
En effet, par rapport à cela, vous avez bien raison, je ne pourrais pas trop trahir une partie du business plan. Ce que je peux dire, c'est que nous envisageons, dès cette année, c'est une ambition qui est claire, nette et affichée dans notre entreprise, nous envisageons le chiffre d'affaires de 100 millions de francs CFA dès cette année, par rapport à nos multiples projets. Et dans notre lignée, nous souhaitons être présents d'ici fin 2016 dans un pays de la sous-région, dans 2 pays de la sous-région. Donc il y en a un en Afrique de l'Ouest qui est très intéressé par FreeSmart, où on sera installé normalement d'ici le 4e trimestre 2016, et un autre en Afrique centrale dans la même période. Donc j'espère... Vous vous déplacez avec FreeSmart? Oui. Ou bien vous développez des applications pour passer pays? Non, on se développe avec FreeSmart. FreeSmart, en fait, pour nous, serait que c'est une porte d'entrée qui nous permet de montrer l'étendue des qualités qui sont les nôtres. Et ça nous permet d'avoir plus de partenaires sur le projet. Plus de partenaires sur le projet. Et un des partenaires qui vous a soutenu, justement, c'est une entreprise. Vous venez d'être lauréat d'un prix, le prix Tremplin. Nous allons suivre ce reportage, justement, qui montre comment M. Essonongwa reçoit le prix Tremplin. Et nous nous retrouvons juste après. Il s'agissait du prix Tremplin Gabon. Avec pour objectif de promouvoir l'initiative privée et l'innovation sociale, le prix Tremplin permet depuis 2013 de communiquer la culture entrepreneuriale et de favoriser des valeurs de responsabilité et d'engagement auprès de la jeunesse africaine. Avec un parcours exceptionnel, Jean-Patrick Eouman a pu, lors de la première édition, susciter l'admiration des organisateurs, une consécration qui lui a valu d'être aux côtés du président des États-Unis, Barack Obama, lors du sommet mondial de l'entrepreneuriat en 2015 au Kenya. Et à 48 heures de l'arrivée du président, je reçois un autre appel, suivi d'un texto pour confirmation. Et là, on me dit, mais tu penses que tu peux partager le podium avec le président Barack Obama pour l'ouverture du sommet mondial de l'entrepreneuriat, le 6e sommet mondial de l'entrepreneuriat à Nairobi. Et je leur ai demandé, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ils disent, on a lu ton dossier, on a regardé ce qui s'est passé quand tu es retourné en Côte d'Ivoire après le programme. Tout ce qu'on veut, c'est que tu racontes ton histoire pour que les jeunes Africains soient inspirés. Une initiative encouragée par les pays africains et particulièrement le Gabon, qui entend profiter de cette aubaine pour bâtir une génération de jeunes leaders responsables. Jeune leader responsable, vous avez été lors de cette soirée lauréat du prix Tremplin. Combien ça fait d'abord? Et quel était votre sentiment justement? Je ne vous cache pas que quand on cite son nom, quand on entend son nom, et quand il y a monsieur, là il commence à donner les compliments et les adjectifs qui sont au début, on se dit, oh là là, c'est qui cette personne qui s'apprête à annoncer le nom? Et quand on entend son nom, on est plutôt flatté, on est plutôt très heureux, et on se dit, le travail qui est le nôtre, qu'on abat au quotidien, est reconnu. Et là, on avait le témoignage de Eouman, un Ivoirien, oui. Premier lauréat du premier prix Tremplin en Côte d'Ivoire. Oui. Vous vous retrouvez à ses côtés, vous êtes lauréat Gabon, aux côtés d'une Gabonaise. Qu'est-ce que ça vous fait comme émotion? Qu'est-ce que vous ressentez à ce niveau, justement, quand on a cité votre nom là? Et là, je me dis, si, qu'on appelle ça, le grand frère a pu faire ça, il faut qu'on fasse au moins la même chose. Un modèle. Voilà, c'est un modèle et on parlait plutôt d'application tout à l'heure. Oui. L'application qu'il a mise en place pendant cette période très compliquée en Côte d'Ivoire qui s'appelle la Kenewa a permis de sauver, je crois il a dit environ plus de 80 vies, ce qui est fort louable et ce qui a valu d'ailleurs sa présence aux côtés du président américain. C'est un exemple à suivre et avec la co-gagnante, c'est vrai que c'est une source d'inspiration pour nous les jeunes. Vous avez été lauréat pour un projet, lequel? On était lauréat pour un projet à travers l'e-éducation. Il faut dire vrai, chez nous on a... L'éducation en ligne. L'éducation, voilà, exactement. Sur Internet, c'est ça. Voilà, c'est ça, voilà. On a deux socles chez nous, pour moi et nos collaborateurs. L'entrepreneuriat et l'éducation sont très importants pour le développement économique d'un pays. L'éducation parce que c'est ce qui crée les hommes et les femmes de demain, et l'entrepreneuriat parce que les PME sont le moteur de croissance d'un pays. Et en ce sens, le projet d'e-éducation, pour nous, était un projet très, très important que nous avions caché pendant très longtemps et c'est vrai qu'on a pu le mettre en lumière à travers le prix. Alors, quelle est la spécificité de ce projet d'éducation par Internet ou d'éducation en ligne? Alors, c'est un projet qui est orienté vers l'orientation scolaire. Il répond à un besoin simple. Je ne sais pas vous comment ça s'est passé à votre époque, permettez-moi. Moi, je m'appelle, j'étais en 3e au lycée d'État. Je vais aller voir la dame, j'avais un bureau conseillère d'orientation. Donc, j'y arrive, je demande à la dame, OK,
parce qu'on vous avait dit en classe, n'hésitez pas à aller voir la consultante d'orientation pour avoir plus d'avis sur votre futur. Et là, j'arrive, la dame lisait le quotidien, et elle a dit, mon fils, tu vois, là, c'est compliqué, donc va, je ne sais pas, va demander à tes parents. Pour dire, au fait, grosso modo, l'orientation, c'est quelque chose de très compliqué chez nous. Il n'y a pas assez d'informations. Il n'y a pas assez d'informations, il n'y a pas assez de bouquins, de livres, il n'y a pas assez de sites internet ou d'applications pour savoir, lorsqu'un enfant veut être informaticien, lorsqu'il veut être développeur, quel est le parcours qu'il attend, quelles sont les rémunérations qu'il peut prétendre, quels sont les profils, les personnes avec qui il peut s'identifier. Voilà, l'idée c'était de répondre à cette problématique pour que l'étudiant, le jeune élève puisse trouver toutes ces informations sur la plateforme. Et là, donc, cette plateforme, si je comprends bien, va donner cet ensemble d'informations à ceux qui veulent s'orienter depuis on va dire quoi, le secondaire. À l'université. Donc, que vous soyez au collège, à l'université ou au lycée, on va mettre toutes ces informations. Il y a deux aspects que j'aimerais rajouter. Il y a le premier, c'est qu'on va y mettre des témoignages. D'ailleurs, ce serait très bien, je vous fais la demande là devant tout le monde, ce serait très bien que vous puissiez participer, de venir parler de votre métier. Donc on va faire des reportages sur des personnes qui vont parler de leur métier, des personnes qui sont amoureux vraiment de leur métier, et qui vont faire part des spécificités qu'il faut. Et vous pensez que les témoignages de ces hommes qui ont réussi dans un domaine peuvent aider les jeunes à se décider? Je pense que c'est très important, et quand on est tout petit, je pense qu'on s'identifie en général, bon, je suis l'aîné donc c'est un peu compliqué, on s'identifie en général à son grand frère, à son père, à sa mère, et je pense que lorsqu'on a un métier qu'on aime vraiment, c'est très bien de s'identifier à quelqu'un qui a fait la même chose. Je vous dire vrai. Vous voyez, mon jeune collègue tout à l'heure s'identifier à Google. On a toujours des gens à qui on s'identifie pour s'élever, pour se dépasser. Et c'est très bien qu'il y ait des profils, que ce soit des journalistes, des infographes, des médecins, des personnes qui racontent leur histoire pour que le jeune qui voit le reportage dise ok, je connais mon métier, c'est ce que je veux. Je peux vous garantir, Canal 7 est une chaîne qui milite pour l'émergence intellectuelle et des intelligences au niveau africain, l'émergence du continent, et vous serez tout à fait, les portes nous sont ouvertes pour que vous ayez tous les profils possibles, réalisateurs, cadreurs, ingénieurs du son, et bien, Canal 7 est ouvert. Concrètement, comment va fonctionner l'idée? Comment va se rémunérer votre projet? On veut dire, le prix est gagné, vous avez le soutien du concours Tremplin. Comment ça se passe maintenant? Comment ça va basculer tout de suite de l'idée au produit final? Donc, grosso modo, si je puis me permettre, on est en mode incubation. Donc, nous sommes accompagnés par un incubateur qui est très connu maintenant, Junior Achievement, dirigé par Madame Radia Garrigue. Donc, nous sommes rentrés en incubation et ils vont nous accompagner pendant un an pour mettre en place le projet. Par rapport à cela, on va se faire accompagner par différents mentors qui vont nous accompagner durant la mise en place de ce projet. Là, il va y avoir plusieurs phases. Les principales phases de notre côté, ça va être la phase de conception. Donc nous avons commencé la phase de conception. Donc l'application sera disponible sur un site internet, sur application mobile, que ce soit Android, Windows Phone ou Apple. Donc lorsqu'on va finir le développement de l'application, on va rentrer dans la phase de contenu. Il va falloir enrichir le contenu, enrichir avec les témoignages. Par exemple, il y a un onglet anal qui va dans l'application. Donc les personnes qui vont passer le baccalauréat auront, on s'est promis d'avoir les 20 dernières années. Donc, dans l'application, il y aura aussi les annales pour, on va dire quoi, BPC et baccalauréat. Tous les concours qui sont organisés, on voudrait les archiver, les mettre dans la base de données. Comme ça, lorsqu'il y a un jeune qui prépare son examen, il peut voir les 20 dernières épreuves de mathématiques de ces 20 dernières années. Nous, on ne comprend pas, on n'est pas professionnel de tout ce qui est commercialisation de produits, des applications. On aimerait bien, on se demande comment ça va être rentabilisé ça. Alors, c'est, à vrai dire, autant par rapport à l'application FreeSmart, où le modèle économique est très bien défini, sur les lignes d'orientation, il faut savoir que c'est pas avec ce genre de projet, j'ai envie de dire, qu'on gagne de l'argent. Il faut dire vrai. Et là, vous faites plus du social? C'est ce qu'on appelle chez nous l'entrepreneuriat social. C'est de contribuer à la société. Et par rapport à cela, on a, c'est vrai, certaines personnes qui vont nous accompagner, mais le moyen de rémunération sera basé au niveau, par exemple, nous souhaitons organiser une fois par an des salons, le salon de l'étudiant,
où les étudiants pourraient être confrontés, par exemple, aux employeurs, aux métiers, pour savoir quels sont... En un mot, il faut sortir de ce produit, autour de ce produit, créer des événements. Des événements, voilà. Oui. Une certaine émulation. On voudrait aussi avoir des représentants dans la majorité des établissements scolaires. On voudrait aussi, et là je vais trahir un secret, on voudrait organiser une sorte de palmarès des écoles. Donc l'idée, grosso modo, c'est de savoir, ok, il y a des écoles à Libreville, il y a des lycées, de faire une sorte de palmarès. Ouais, en fait, c'est des petits événements comme ça qui tournent autour de la structure pour Est-ce qu'au niveau africain, selon votre connaissance, il y a des entreprises qui ont déjà proposé ce type d'application, ce type de service aux étudiants, aux apprenants et peut-être aussi aux parents d'élèves? Oui, il y en a, c'est vrai qu'on a vu, il y en a une au Sénégal, une en Côte d'Ivoire qu'on a vu, qui est à peu près, qui a le même, on dit vrai, qui a semblement le même cheminement que le nôtre. Et je n'ai pas dit dans les moyens du modèle économique, on pense aussi à un magazine qui sortira tous les 2 mois ou tous les 3 mois, du moins pour le début, tous les 2-3 mois de temps, parce qu'il faut enrichir le contenu, il faut que le magazine soit assez enrichi, et pourquoi pas travailler avec une chaîne locale pour avoir un programme, par exemple, pourquoi pas avec Canal 7. J'imagine déjà le nom de l'émission, 7 étudiants. 7 étudiants, oui, magnifique. 7 étudiants. L'idée, c'est de donner la parole aux étudiants et pourquoi pas, une fois par mois. Un deuxième produit qui va se développer, un premier produit est FreeSmart, une deuxième application, autant pour moi, c'est concernant l'éducation en ligne. J'aime bien parler d'éducation en ligne parce que tout le monde ne comprend pas toujours éducation. C'est pas faux. Alors, est-ce qu'on pense déjà à une troisième application ou bien à développer déjà les 2 existants? On en a dans notre plan de développement, on a une dizaine d'applications qu'on a prévu développer. Il est vrai qu'on s'est donné la latitude d'en sortir en moyenne une par an. Donc on a FreeSmart qui est sorti l'année dernière, qu'on continue à alimenter. On a l'application d'éducation en ligne qui sera en ligne à la fin de l'année. Donc notre objectif avec l'aide de nos mentors par rapport au prix Tremplin, c'est que l'application soit disponible à la rentrée scolaire, donc au 1er octobre. C'est le défi qui va être le nôtre. Et on va pousser ce projet pendant encore un an, et on reviendra sur un autre projet. Là, par contre, permettez-moi de ne pas trahir ça maintenant, mais pour la période de la Cannes 2017, nous avons une application que nous sommes en train de développer pour ça. On a vu dans le reportage qui présentait votre entreprise que vous n'offrez pas que des applications, mais aussi des services aux entreprises existantes, la création des sites web. À ce niveau, comment se comporte le marché selon vous? C'est vrai que vous avez 2 ans seulement. Oui. Mais comment se comporte le marché? Alors, par rapport au marché, je puis vous dire que c'est un peu compliqué au niveau de, nous on l'appelle grosso modo ce qui est marketing digital, communication digitale. J'ai discuté encore avec un partenaire hier qui, c'est vrai, ne sont pas encore très à l'aise avec tout ce qui est communication digitale. Nous, grosso modo, c'est de leur dire, aujourd'hui, grâce au digital, on peut augmenter sa visibilité. Et je leur prends souvent l'exemple de notre application FreeSmart. Je leur ai dit, avez-vous déjà vu une publicité de FreeSmart dans un magazine, dans un journal ou à la télé? Il dit non. Je dis, on n'a jamais fait de la publicité, on n'a jamais fait de la communication média ou hors média. Mais il n'en demeure pas moins que notre produit aujourd'hui. Nous sommes le 5e site internet le plus visité au Gabon. Nous sommes la 4e marque la plus suivie sur Facebook et nous sommes la 2e marque la plus suivie sur Twitter. Nous avons environ près de 50 000 visites par jour, sans publicité. 50 000 visites par mois, excusez-moi, 50 000 visites par mois. L'idée, grosso modo, c'est de montrer à nos collaborateurs qu'on peut augmenter sa visibilité sans les médias traditionnels, mais en utilisant les médias traditionnels comme appoint. Et on leur explique qu'un site internet est très très important, avoir du contenu sur les réseaux sociaux, c'est très 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 important. Travailler son image graphique aussi, c'est très très important. Très important de travailler son image graphique, très important aussi d'être visible. Est-ce que cela concerne toutes les branches de l'économie? Je vais dire, un producteur, un agro-industriel ou je ne sais pas, un prestataire de services, un industriel, un agriculteur peut solliciter vos services? Peu importe. À partir du moment que la personne en quête de visibilité, on l'accompagnera. Je pose souvent une question à nos partenaires. Je dis, bon, comment je fais pour vous trouver si je ne sais pas où vous êtes? Les habitudes aujourd'hui, elles sont différentes. Aujourd'hui, notre génération
permettez-moi de les citer encore Google, quand on recherche quelque chose, on n'a pas ce réflexe d'appeler X ou Y. Le premier réflexe, c'est que, OK, je cherche un restaurant. Premier réflexe, je vais sur Google, je tape restaurant Libreville. Imaginez la même chose, quand je cherche une agence de location de voiture, si je n'ai pas un annuaire papier et que j'ai mon téléphone à la main, je vais sur agence de location de voiture. C'est comme ça. Et si vous n'êtes pas disponible, si vous n'êtes pas visible, ben, ça fait des milliers et des milliers de personnes que vous perdez qui ne peuvent pas savoir que votre entreprise existe. On va aborder la dernière partie de notre émission, celle concernant justement les difficultés spécifiques aux entreprises, aux PME, aux startups, je vais dire. Oui. Première difficulté, est-ce que vous pensez, et là on a abordé la question, de la formation, vers où doivent tendre les États pour mettre à votre disposition des compétences? Quel type de formation souhaitez-vous que l'on donne au niveau des écoles d'informatique? Si je prends le cas qui est nôtre, nous sommes une agence web, donc nos besoins ici sont en infographie. Donc en infographie, ça plutôt, on en trouve assez aisément, pardonnez-moi. Par contre, tout ce qui est développeur web, développeur d'applications mobiles, il est vrai que nous avons du mal à trouver ce type de profil. Alors que le marché, il est très demandeur. Donc nous, en général, on met 3-4 mois pour trouver un développeur. J'entends par développeur, quelqu'un qui a véritablement des compétences. Hein. Donc voilà, donc, je pense que les métiers de développeurs web et développeurs d'applications mobiles sont des métiers aujourd'hui en vogue, sans oublier tout ce qui a trait au marketing digital, comme par exemple tout ce qui est aspect... Est-ce que vous pensez qu'à ce niveau, c'est des nouveaux métiers, c'est de nouvelles formations que les jeunes doivent apprendre? Oui, embrasser. Oui, tout à fait. Oui, ce sont de nouveaux métiers. Ce n'est pas propre au Gabon. Hein. Il y a un boom aujourd'hui des métiers liés à l'économie numérique. Lors du dernier salon de l'économie numérique en décembre dernier, à Libreville, organisé par le ministère de l'économie numérique d'ailleurs, il y avait un intervenant qui disait qu'il y a près de, je crois, 20 000 postes demandeurs, par exemple, rien que pour la France, chaque an. 20 000 postes en manque dans le métier de l'économie numérique. Nous, c'est vrai qu'ici, ce n'est pas chiffré, mais si je prendrais que l'exemple de notre jeune start-up, bah, nous, on cherche des profils dans tout ce qui a trait au métier du numérique. Et là, donc, il y a des opportunités d'emploi? Oui, clairement. Voilà, tout ce qui est développeur d'applications, il y a un besoin criant. Alors, il y a aussi un problème que l'on observe au niveau de l'Afrique, je ne sais pas si c'est un frein au développement de votre entreprise, c'est celui du débit Internet. Quand on est en Europe, c'est autre chose, en Afrique du Nord, c'est autre chose, mais quand même en Afrique subsaharienne, le débit n'est-il pas un problème pour vous? Oui, ça c'est vrai que nous, on le vit au quotidien parce qu'Internet, c'est notre outil. Autant la feuille est importante pour celui qui dessine, autant l'Internet pour nous c'est très très important. Et c'est vrai qu'on rencontre des fois des difficultés pour, j'ai envie de dire, 2 raisons. Bon, ça tend à diminuer certes, mais le coût de l'Internet reste encore, quand on a une jeune entreprise, ça reste encore un peu élevé. Mais je préfère penser que dans un futur très proche, pourquoi pas, les coûts vont diminuer. Et il y a aussi la stabilité qui est très importante. Il nous arrivait des fois de faire toute une matinée sur Internet, donc ça fait une matinée sans boulot. L'autre question, quand on voit en Europe, où on lit les magazines spécialisés, on voit souvent qu'il y a en Europe, dans les pays structurés, des capitales risqueurs, c'est-à-dire des gens qui disposent de l'argent et qui sont prêts à investir dans des jeunes entreprises telles que les vôtres. Est-ce que vous, au niveau de l'Afrique, au niveau du Gabon, vous ne rencontrez pas des difficultés de financement? Alors, il est vrai, déjà, je vais pas taper sur les banquiers parce que moi, je les comprends. Aujourd'hui, quand on a une banque, financer une start-up, c'est compliqué. Déjà, les banquiers sont habitués à des métiers, j'ai envie de dire, traditionnels. Le métier de boulanger, on sait comment travailler. On sait c'est quoi le métier d'un boulanger. Il a sa structure. On sait comment ça peut être rentabilisé. Rentabilisé, voilà. Nos métiers sont plus compliqués parce que il n'y a pas de matière première. Tout est basé sur nos services. Le virtuel. Le virtuel, donc voilà, c'est compliqué pour eux. Ça, je comprends. Et c'est pour cela que nous sommes beaucoup plus orientés vers, comme vous le disiez tantôt, des capitaux risqueurs. Donc là, nous bloquons pour l'instant, mais dans un futur très proche, je crois que d'ici 3-4 mois, nous souhaitons ouvrir la possibilité de capital risqueur dans notre structure. Alors, vous avez gagné un prix tremplin. Est-ce que vous pensez qu'il faut des prix comme ça pour développer les applications? Parce que sans ce prix, il aurait été quand même, on va dire quoi, difficile de démarrer ce projet de e-éducation. Oui, moi en général, lorsque nous concevons nos projets, nous prenons les prix, nous, comme des bonus. C'est des bonus. Parce que faire son business plan, mettre en place son business plan en comptant sur un prix, je pense, à mon humble avis, que c'est quelque chose de maladroit. Le prix n'est que le bonus. Et nous, c'est un bonus magnifique qui tombe du ciel. Et c'est un gros coup de pouce que Tremplin va pousser sur notre projet.
Et sans tremplin, c'est vrai que ce n'est pas la même chose. Mais là, c'est un gros coup de pouce et ça encourage surtout l'équipe. Et vous n'imaginez même pas à quel point c'est par rapport aux collaborateurs. On a vraiment l'impression de se dire, oh là là, toutes ces nuits de sommeil, tous ces week-ends qui passent à chaque fois, lorsqu'on reçoit un tel prix, on se dit, ça y est, c'est le début et on a envie que ça dure très longtemps. Nous partons petit à petit, nous acheminons petit à petit vers la fin de cette émission. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que votre entreprise est prête à affronter le marché, je vais dire? Est-ce que vous avez suffisamment huilé le système de mentalité? Qu'est-ce qu'il faut revoir au niveau de votre start-up pour qu'elle soit, on va dire, dynamique telle que vous le souhaitez? Alors, je pense que concernant Slentech et tous nos produits, on n'a pas de doute, ce n'est pas la prétention, permettez-moi, on n'a pas de doute sur l'originalité de nos produits. Nous avons la chance d'être entourés de développeurs passionnés, de commerciaux passionnés, qui sont vraiment passionnés par leur travail. La seule chose, j'ai envie de dire, qui nous manquait jusqu'à l'instant, c'était la visibilité. Et nous sommes plutôt contents que Tremplin nous a donné cette visibilité, que Canal 7, par ailleurs, nous donne cette visibilité. Et je pense que les choses vont aller de mieux en mieux parce que notre équipe de passionnés a les talents qu'il faut. Et je souhaiterais rajouter, il y a une remarque qui nous est venue des fois, basée sur la jeunesse. J'ai pour habitude de répondre que la jeunesse n'est pas un état d'esprit qui se mesure en nombre d'années, mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on est certes jeune, mais l'avantage qu'on soit jeune, c'est que nous sommes rêveurs, nous sommes pleins d'énergie, nous avons plein de choses à démontrer et qu'on a envie. À ce niveau, j'ai envie de poser la question sur le fonds de roulement. On sait souvent que pour tenir le fondement, pour payer le personnel, oui. Est-ce que vous avez ces insomnies en tant que chef d'entreprise? Comme tous les chefs, j'ai envie de dire. Comme tous les chefs, mais ils le sont moins parce que le management, comme vous l'avez remarqué, chez nous est très participatif. Mes employés sont au courant de tout. Je ne cache rien en général, le fait. Moi, ça me permet, le fait d'être assez transversal et d'être clair dans le management d'entreprise leur permet d'accepter les décisions et les difficultés plus facilement que lorsque c'est caché ou c'est parachuté. Donc chez nous, c'est très clair. Donc quand ça ne va pas bien, ils sont au courant que ça ne va pas bien. Et du coup, on traverse la période de crise ensemble. Et quand ça va bien, ça va très bien. On la traverse aussi ensemble. Vous ambitionnez d'atteindre, vous avez dit, un chiffre d'affaires de 100 millions. On vous le souhaite d'ici cette année, c'est ça? Oui, d'ici cette année. 2016. On va aller vraiment clore cette émission. Slentech, ces deux produits phares, c'est à la fois FreeSmart pour la géolocalisation, c'est bientôt éducation. À ce niveau, est-ce que vous avez une communication spéciale pour le public qui nous regarde? J'ai envie de dire, je vais avoir plutôt deux communications, si je peux me permettre. La première, c'est envers les jeunes, j'ai envie de dire génération 80 et 90. J'ai envie de dire rêver. Rêver, ne vous interdisez rien du tout, parce que je suis convaincu que tout est possible. Et quand je vois le parcours, aussi petit qu'il soit, de Slentech, j'ai envie de dire rien n'est impossible. Et quant à nos partenaires, je dis merci de nous accompagner, de continuer à nous accompagner. Et je pense plutôt, quand ils voient les efforts qui sont faits et la visibilité qui est notre aujourd'hui, ils doivent être contents. Et par rapport aux entreprises, j'ai envie de dire, peu importe votre besoin dans les nouvelles technologies, c'est vrai qu'on a pour habitude d'aller souvent à l'étranger pour développer ces applications, pour développer ces solutions. Vous le savez maintenant, il y a une jeune pousse, une jeune start-up qui est la Slentech. Est-ce que vous pensez à ce niveau que les produits que vous proposez sont aux normes internationales, tiennent la compétitivité, la concurrence? Je n'en ai aucun doute. Nos produits sont aux normes et nos développeurs veillent tout le temps, au quotidien, pour que nos produits soient aux standards internationaux. Monsieur Laurent Essolongwa, manager général, on va dire comme ça, de Slentech, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous arrivons au terme de cette émission qui était consacrée notamment à la gestion de start-up sur les marchés en gestation, les marchés nouveaux tels que celui du Gabon. Nous avons vu avec monsieur Essolongwa qu'il était important pour se lancer dans ce secteur de maîtriser un certain nombre de leviers, parmi lesquels un business plan, la flexibilité, le savoir-faire, savoir s'entourer, surtout croire à la capacité du jeune Africain, de la jeune entreprise à réussir sur ce marché concurrentiel. Nous vous remercions d'avoir suivi notre émission Cette économie et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro.